Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Le grand problème avec la propagande, c'est que ça ne sert pas à défendre la vérité, ça sert à défendre des intérêts. Bien sûr, au début, la propagande est obligée de s'appuyer sur des faits, sinon la population n'y croira jamais. Cependant, avec le passage du temps, les propagandistes ont tendance à s'éloigner de la vérité au point de finir par dire n'importe quoi. Dans le débat national au Québec, les discours de nos fédéralistes sont devenus tellement délirants qu'on a parfois l'impression qu'ils parlent d'un autre pays. Tout a changé depuis la Confédération de 1867. Le contexte international, la société canadienne, son économie, sa population, de même que les rapports de force entre le Québec francophone et le Canada anglais. Malgré tout ça, cependant, nos fédéralistes continuent d'utiliser les mêmes vieilles recettes pour essayer de faire peur aux Québécois, par exemple en leur disant que si le Québec se sépare, le Canada anglais va refuser toute forme d'association avec lui. Autrement dit, ils nous disent qu'ils vont nous obliger à créer un pays complètement séparé au beau milieu du leur. Il est pourtant de plus en plus évident que ce sont les Canadiens anglais qui sont obligés de passer par le Québec pour exporter ce qu'ils produisent sur les marchés étrangers. Alors que les Québécois, eux, n'ont absolument pas besoin de passer par le Canada anglais pour exporter. Ils n'ont qu'à descendre le fleuve Saint-Laurent qui mène à l'océan, ou à exporter aux États-Unis en suivant la vallée de l'Hudson, ou encore en empruntant la route américaine qui passe par la rive sud des Grands Lacs. Nous, on n'y va presque jamais dans les autres provinces. Pour donner une idée de l'importance du Québec pour les exportations du Canada anglais, il suffit de comparer les grosseurs de pipeline des différents pipelines que l'Alberta s'apprête à faire construire pour essayer d'exporter son pétrole sur les marchés étrangers. Même si l'océan Pacifique semble tout proche de l'Alberta, et même si de l'autre côté de l'océan Pacifique il y a les immenses marchés de l'Asie, le pipeline Northern Gateway qui va passer à travers la Colombie-Britannique ne transportera quand même que 525 000 barils de pétrole par jour. Quant au pipeline Keystone XL qui va passer à travers les États-Unis et qui provoque toutes sortes de chicanes entre le Congrès américain et le président Obama, il ne transportera que 830 000 barils de pétrole par jour. Alors que le pipeline Énergie Est, qui lui va passer à travers le Québec, va transporter 1,1 million de barils de pétrole par jour. Ce seul exemple montre qu'avec le passage du temps, l'histoire obéit de plus en plus à la géographie, et ça tant au Canada qu'au Québec. J'ai expliqué ailleurs que la région de Montréal était un point stratégique où se rencontraient deux grands axes économiques au Canada. Il y a d'abord l'axe économique développé par les francophones au Québec et qui est de sens nord-sud et qui cherche à s'intégrer de plus en plus à l'économie du géant américain. Alors que dans le sens est-ouest, le Québec est traversé par tous les moyens de communication du Canada de l'Est. Du point de vue du Canada anglais, la situation est encore plus complexe, étant donné que l'axe est-ouest du Canada anglais se divise en fait en deux branches distinctes. La première branche, la plus ancienne, est de sens nord-est-sud-ouest et relie le Québec au sud de l'Ontario. C'est le fameux axe Québec-Windsor qui commence à la ville de Québec, qui longe la rive nord du fleuve Saint-Laurent et qui passe ensuite par Montréal et Toronto avant de se rendre à l'extrémité sud-ouest de la péninsule ontarienne, c'est-à-dire dans la région de Windsor, qui est près de Détroit. Si on appelle ça la péninsule ontarienne, c'est parce que c'est entouré par trois grands lacs, le lac Ontario, Erie et le lac Huron. Ce qu'il faut savoir, c'est que la péninsule ontarienne est de loin la région la plus peuplée de l'Ontario. Or, la péninsule ontarienne est située très au sud du 49e parallèle qui marque la limite sud des prairies et même au sud du 45e parallèle qui lui marque la limite sud du Québec. Autrement dit, la péninsule ontarienne est complètement à l'écart de la deuxième branche de l'axe est-ouest du Canada anglais et qui part des prairies pour ensuite passer par le vide du nord de l'Ontario avant de se diriger vers le Québec où elle traverse le fleuve Saint-Laurent à Montréal pour ensuite continuer le long de la rive sud du Saint-Laurent jusqu'aux Maritimes.
Ces deux branches de l'axe Est-Ouest se croisent également à Montréal, ce qui augmente encore le contrôle québécois de toutes les communications du Canada de l'Est. Cette division naturelle des économies du Canada anglais fera qu'au moment de l'indépendance, le Québec va pouvoir organiser sa propre version de la péréquation canadienne et la contrôler, tout simplement en taxant le pétrole que l'Alberta cherchera à faire transiter par le Québec. Dans le domaine de l'immigration également, la propagande fédérale continue de dire des sottises. Par exemple, on n'arrête pas de nous répéter que le Canada est le deuxième plus grand pays du monde et que, par conséquent, il peut accueillir des centaines de millions d'immigrants. Il est pourtant évident que les champs de glace du Grand Nord n'intéressent pas les immigrants et qu'ils continuent à aller se concentrer dans les grandes villes déjà surpeuplées qui sont situées à l'extrême sud du Canada. Les Canadiens anglais, en général, qui sont abreuvés par ce genre de propagande et qui voient que le Canada de leur enfance a été complètement métamorphosé par des cultures qui viennent de partout sur la planète, ils n'arrêtent pas de se demander, mais comment ça se fait que c'est aussi difficile de détruire le Québec francophone? Comment ça se fait que l'immigration de masse, ça fonctionne chez nous et que ça ne fonctionne pas au Québec? Tout simplement, personne ne leur a jamais expliqué que le Québec est un pays de passage et que le simple fait de l'appauvrir régulièrement en déplaçant en Ontario une grande partie de nos industries et de la moitié de nos taxes, ça appauvrit le Québec et ça incite une grande partie des immigrants à quitter le Québec et à se rendre dans l'Ouest. Au Québec également, ces réalités-là ne sont pas très bien comprises. Une des raisons, c'est qu'une grande partie de nos chefs sont encore coincés dans la mentalité de chien battu de leur jeunesse. Un bon exemple, c'est l'ancien chef souverainiste Lucien Bouchard qui vient à la télévision pour nous dire qu'il se considère lui-même comme un loser et qu'il nous considère également comme des losers et que selon lui, il n'y a rien à faire pour changer quoi que ce soit à ça. Évidemment, tout ça, ça fait l'affaire des fédéralistes, dont la stratégie a toujours été de dénaturer les faits pour essayer de faire croire aux Québécois qu'ils n'en valent pas la peine, qu'ils ne sont pas capables, qu'ils sont les plus taxés, qu'ils sont les moins travailleurs, les moins productifs, les moins lucides, enfin. Vous connaissez le discours. Quand un Québécois obtient un grand succès international, nos fédéralistes se disent « Ah, zut, le Québec est parmi les premiers. Comment est-ce qu'on va faire pour transformer ce succès en échec? » Mais ça, c'est pas très difficile à faire quand on se sert un peu de son cerveau. Par exemple, quand Gaëtan Boucher est devenu le champion du monde du patinage de vitesse, qui était quadruple médaillé olympique, nos fédéralistes ont dit, ben oui, il a fait ça tout seul. Les Québécois n'ont pas été assez intelligents pour se rendre compte qu'il y avait un champion parmi eux, puis ils n'ont pas donné assez d'argent pour se développer. Autrement dit, ils ont transformé un succès en échec. Quand Jacques Villeneuve est devenu champion du monde de Formule 1, ils ont dit, ben oui, mais il a été élevé en Suisse. Et tout ça, c'est malgré le fait que Jacques Villeneuve est né au Québec, qui a été élevé par des parents québécois et qui se disait québécois. Quant à Céline Dion, quand elle est devenue une des chanteuses les plus célèbres du monde, ils ont dit, ben oui, mais ça, c'est à cause de son mari d'origine libanaise. Et ça, c'est même si René Angélil est né au Québec et a passé toute sa vie au Québec. Autrement dit, vous noterez qu'ils ont inversé l'argument qu'ils avaient utilisé contre le succès de Jacques Villeneuve. C'est-à-dire que c'était pas tout à fait le Québec qui avait créé Céline Dion, mais en quelque sorte, c'était le Liban. Quand le Québec connaît des retards, par contre, nos fédéralistes s'empressent de dire que c'est de la faute des seuls Québécois. C'est de la faute des séparatistes, du PQ, de la langue française, de la loi 101, du modèle québécois, de la Révolution tranquille, du Plessis, les curés, n'importe quoi pour faire oublier la principale cause de nos retards. N'importe quoi pour faire oublier l'immense éléphant qui est assis dans le milieu du salon et que tout le monde peut voir. Si les Québécois francophones sont encore aujourd'hui plus pauvres que les Canadiens anglais et que les Anglo-Québécois, c'est parce qu'ils ont été envahis à coups de canon par des ennemis héréditaires qui se sont ensuite arrangés pour les maintenir artificiellement dans la pauvreté en utilisant toutes sortes de trucs comme le serment du test, la mauvaise connaissance de l'anglais, des tests d'intelligence en anglais, etc. Si une université comme McGill, qui est à Montréal,
a toujours réussi à dominer assez facilement la vaste majorité des universités du Canada anglais. Et si elle a toujours réussi à se maintenir très haut dans les 25 premières universités du monde et parfois même dans les 10 meilleures, c'est pas parce que la minuscule minorité anglo-québécoise est peuplée de génies. C'est parce que pendant 2 siècles et demi, ils ont détourné à leur profit une grande partie de nos taxes provinciales pour développer leurs institutions. Quand les Anglo-Québécois nous menacent de quitter le Québec si on se sépare, ils nous menacent en quelque sorte d'aller voler ailleurs. Quand on sait que les Anglo-Québécois ne se sont jamais gênés pour nous faire des promesses à la veille des élections ou des référendums pour faire exactement l'inverse le lendemain, comment est-ce qu'on peut croire la propagande fédéraliste qui prétend qu'en 2014, le fédéral a dépensé 16,3 milliards de dollars de plus au Québec que ce qu'il en a perçu en taxes et en impôts? Allons donc. Est-ce que c'est crédible, ça, que chaque contribuable canadien-anglais nous envoie chaque année 1000 dollars de son argent, c'est-à-dire l'équivalent de 40 à 50 000 dollars dans le courant de toute sa vie, plutôt que de se payer plusieurs très beaux voyages dans le Sud? Poser la question, c'est y répondre. Il est tout à fait évident que pour le Canada anglais, c'est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus économique de tripoter les chiffres pour créer un gros chiffre qui va faire croire aux naïfs du Québec que le Père Noël existe. Comme je l'ai montré dans ma vidéo numéro 10, sans l'ombre d'un doute, c'est exactement ce que fait le gouvernement fédéral avec la fameuse péréquation qu'il verse au Québec et qui est en fait une simple fraude comptable étant donné que la majeure partie des montants versés provient du Québec lui-même. Comme je vais maintenant vous le montrer, en utilisant une bibliographie détaillée que je présente à la fin de la vidéo, ça fait un bon bout de temps que les Québécois moyens, à commencer par les plus jeunes, ont réalisé qu'ils n'avaient absolument pas besoin du Canada anglais pour vivre ou pour réussir. Dans une foule de domaines, les Québécois font désormais partie des meilleurs au monde. Pour commencer l'énumération de nos succès, je peux commencer par notre territoire. Si le Québec était un pays indépendant, il posséderait le 19e plus grand territoire du monde, un monde qui comprend 193 pays. Nous possédons également des centaines de milliers de lacs d'eau douce, ce qui est une rareté sur cette planète. Le fleuve Saint-Laurent, s'il est seulement le 19e plus long fleuve du monde, est cependant le seul qui soit visible de la Lune. Il est tellement large que lors de sa construction, le pont Victoria était considéré comme une merveille du monde. Et encore aujourd'hui, le vieux pont de Québec est encore le pont de type cantilever le plus long du monde. La vallée du Saint-Laurent, je l'ai assez dit, est également tellement stratégique qu'elle représente le seul corridor de pénétration de sens est-ouest du continent nord-américain, ce qui fait du Québec la seule province essentielle du Canada. Montréal, qui possède la plus grande ville souterraine du monde, possède également un des 2 ou 3 ports en eau profonde les plus éloignés des côtes du monde entier. Au niveau de sa population, le Québec est également une sorte de géant dans sa partie du monde. À elle seule, la population du Québec est près de 1,7 fois plus grande que 9 des 12 provinces et territoires du Canada anglais réunis. Par rapport à l'ensemble de ses voisins immédiats, le Québec a une population qui est plus importante que celle de ses voisins, sauf dans le cas de l'Ontario et de l'État de New York. Et dans le cas de l'État de New York, la majeure partie de sa population est située très loin du Québec, dans l'extrême sud-est de l'État, dans la région de la ville de New York, justement. Au niveau de sa natalité, le Québec a possédé pendant des siècles le record de la fécondité de l'hémisphère occidental, ce qui nous doit aujourd'hui d'avoir les archives généalogiques et génétiques les plus complètes du monde. De nos jours, la natalité québécoise est exactement la même en 2014 que la natalité du Canada anglais, ce qui montre que la propagande fédéraliste dit n'importe quoi lorsqu'elle prétend que le Québec doit rester à l'intérieur du Canada à cause de son vieillissement. Les taux de natalité sont les mêmes. Pour ce qui est de la valeur du peuple québécois,
Il suffit de savoir qu'au moment de la conquête, les Anglais ont eu la surprise de découvrir qu'il existait une vie mondaine en Nouvelle-France et qu'il y avait souvent des dîners qui étaient donnés auxquels se présentaient des dizaines de calèches qui étaient bourrées de femmes très coquettes habillées en robe longue. Au cours des siècles suivants, des écrivains, des philosophes, des voyageurs, des peintres comme Benjamin Franklin, Alexis de Tocqueville, Louis Hémon, Jules Verne, Cornelius Krieghoff, ont tous vanté l'originalité et la personnalité marquée du peuple québécois. Quant aux historiens, ils se sont montrés admiratifs par rapport au courage d'hommes comme Joliette, Lassalle ou La Vérendrye, qui n'hésitaient pas à s'enfoncer presque seuls à l'intérieur d'un immense continent inexploré et sauvage où ils risquaient d'être scalpés, et ça, c'était à des milliers de kilomètres de leur base. Quand les deux explorateurs américains, Lewis et Clark, ont été envoyés par le président Thomas Jefferson pour explorer le nord-ouest des États-Unis actuels, ils ont eu la surprise de découvrir, quand ils sont arrivés dans la région, qu'il y avait déjà des Québécois, comme Jean-Baptiste Lepage ou Toussaint Charbonneau, qui étaient déjà installés là, avec leurs femmes autochtones, dont la légendaire Sacagawea. Dans le temps de la Nouvelle-France, nos ancêtres étaient tellement braves qu'avec une population de seulement 70 000 habitants, ils arrivaient à tenir tête aux colons de la Nouvelle-Angleterre qui étaient 1,5 million. Et l'Angleterre a finalement été obligée d'envoyer une armée complète pour réussir à vaincre la Nouvelle-France. Dans le domaine économique également, nos succès sont enviables. Par exemple, non seulement la dette du Québec n'est pas catastrophique, comme essaie de tout le temps de nous le faire croire nos fédéralistes, mais même si on ajoute à la dette québécoise la portion de la dette fédérale qui appartient au Québec, en fonction de sa population, la totalité de la dette du Québec divisée par le produit intérieur brut du Québec donne un pourcentage en 2013 de 92%, alors qu'aux États-Unis, c'est plus de 100%, et au Japon de 227%. Quant à notre déficit budgétaire, qui est toujours censé être catastrophique selon nos fédéralistes, il sera en 2014-2015 de 2,5 milliards de dollars, alors que l'Ontario voisine, qui est si bien géré par des anglophones, aura un déficit de 12,5 milliards de dollars. Quant à l'Alberta, qui elle produit des surplus, le génie de ses administrateurs provient simplement du fait qu'ils sont nés par hasard sur d'immenses gisements de pétrole. C'est au Québec que l'électricité est la moins chère au Canada, ce qui vaut au Québec d'être le 3e producteur mondial d'aluminium. Et c'est ce qui fait que nous accueillerons bientôt à Beauharnois le plus grand centre de serveurs Internet du monde entier. Notre production électrique est tellement importante, notamment pour l'alimentation des villes du nord-est des États-Unis, que Washington considère notre baie James, de même que notre voie maritime, comme deux actifs stratégiques à protéger. Notre réseau de barrages est tellement stratégique que c'est le seul endroit en Amérique du Nord où il est possible d'accumuler de grandes quantités d'énergie. Le Québec francophone a également donné naissance à des entreprises géantes comme le groupe Desjardins, qui est le premier employeur privé au Québec et le 9e plus important groupe financier coopératif du monde. En 2014, la fameuse firme Bloomberg a déclaré que le mouvement Desjardins était la 2e banque la plus solide du monde entier. À ça s'ajoutent nos autres institutions financières comme la Banque nationale, la Banque Laurentienne, le Fonds de solidarité de la FTQ, celui de la CSN, etc. Bombardier est toujours le premier fabricant mondial d'équipements ferroviaires et le 3e ou 4e fabricant le plus important d'avions au monde. La Société d'alcool du Québec, des alcools du Québec, est un des 2 plus gros acheteurs de vin sur toute la planète. SNC-Lavalin est la plus grande firme d'ingénierie au Canada. On pourrait parler aussi de Jean Coutu, de Cascade ou de géants des médias comme Québecor ou Power Corporation. À ce solide noyau d'entreprises géantes qui sont toutes rentables, s'ajoute toute une constellation de petites et de moyennes entreprises qui fabriquent des produits de haut de gamme comme
les motoneiges, les motomarines ou les motocyclettes à 3 roues de Bombardier Produits Récréatifs. Une firme qui est complètement indépendante de l'autre Bombardier. Il y a aussi les logiciels de sauvetage, les produits d'érable qui sont considérés partout ailleurs dans le monde comme des produits de grand luxe. Le Québec, en passant, produit 70% du sirop d'érable du monde. Ajoutons à ça l'hydromel, le vin, le cidre de glace, etc. Le Québec est également un gros producteur de porc et de poulet, étant donné qu'on produit chaque année 7,5 millions de porcs et plus de 170 millions de poulets. Et ça, c'est sans parler dans un domaine connexe de la semence de taureaux reproducteurs, comme nos champions du monde qui étaient Starbuck et ses descendants, qui ont produit plus de 200 000 descendantes. Au total, l'économie du Québec est tellement performante que nous avons un des coûts de la vie les plus bas au Canada. Une qualité que, bien sûr, nos fédéralistes présentent comme un défaut. Pour être compétitifs, selon eux, il faudrait que les Québécois paient plus cher tout ce qu'ils achètent. Dans le domaine social, le Québec s'est doté d'un réseau de garderies à 7 $, bientôt 9 $, que nous envie l'ensemble du Canada. Pour ce qui est de notre système de santé, malgré tous ces défauts, ceux qui ont vécu à l'étranger savent qu'il procure des soins de qualité et surtout très propres à l'ensemble de la population. Si on fait exception de petits États comme le Yukon ou l'île du Prince-Édouard, le Québec a également le championnat nord-américain du plus bas taux de meurtre par 100 000 habitants. Nous sommes également parmi les grands champions du Canada pour la récupération de nos jeunes criminels ou de nos décrocheurs. Toujours dans le domaine de l'éducation, les étudiants québécois, notamment dans le domaine des sciences, se classent régulièrement parmi les 20 meilleurs du monde, voire parfois parmi les 10 meilleurs. Dans le domaine politique, la quasi-totalité des premiers ministres du Canada sont venus du Québec au cours des 50 dernières années. C'est également le Québec qui a produit la meilleure loi sur le financement des partis politiques, celle qu'a passée René Lévesque en 1977. Pour ce qui est de la corruption, si elle existe chez les très riches, notamment chez les fédéralistes, les anglophones et les allophones, comme on a pu le voir lors de la commission Charbonneau, il est remarquable que de nombreux hommes politiques québécois qui ont passé de longues années au pouvoir n'en ont pas profité pour se remplir les poches. Je pense notamment à Pierre-Éliott Trudeau, René Lévesque, Jacques Parizeau ou Jean Drapeau, un des rares maires qui dans le monde a réussi à se faire élire et réélire démocratiquement pendant 29 ans. Quand j'habitais en Amérique du Sud ou en Chine, et que je disais aux gens que je ne connaissais pas personne au Québec dans la population ordinaire qui avait été obligé de payer de la corruption pour obtenir un passeport ou un permis de conduire ou quelque chose du genre, les gens me regardaient toujours avec des petits sourires parce qu'ils pensaient que je mentais, tout simplement. Dans le domaine culturel, les succès des Québécois ne se comptent plus. Par exemple, dans le domaine linguistique, les Québécois ont inventé tellement de mots français nouveaux qu'il existe même des dictionnaires sur le sujet. Le Québec a également créé la Banque de terminologie française la meilleure du monde. Au Canada, le Québec est, et de très loin, la province la plus bilingue. Quant à la ville de Québec, elle a été classée par l'UNESCO parmi le patrimoine mondial et le National Geographic Traveler l'a même classée dans les 10 meilleures destinations touristiques du monde. Notre cinéma, lui, a déjà produit 3 Oscars. L'Oscar pour les invasions barbares et les 2 Oscars pour les films d'animation de Frédéric Bach. Quant aux petites capsules humoristiques et muettes, juste pour rire, j'ai eu la surprise de les retrouver souvent aux heures de grande écoute sur les télévisions sud-américaines et chinoises. On reconnaît les artistes québécois, le Parc La Fontaine, tout ça. Pour ce qui est des artistes, nous avons produit la Grande Albanie au 19e siècle, les Leclerc, Vigneault et Charlebois dans les années 60-70, ou des gens comme Xavier Nolan aujourd'hui. Le Cirque du Soleil est le meilleur cirque du monde. Georges Saint-Pierre a été une immense vedette internationale et un champion d'arts martiaux. Notons en passant qu'en Amérique du Sud ou en Asie, quand Georges Saint-Pierre, le Cirque du Soleil ou Céline Dion annonçaient leur venue dans une ville, ça créait un tel événement culturel qu'on assistait à une véritable ruée sur les billetteries.
Plusieurs de nos joueurs de poker ont également été parmi les champions du monde. À son époque, Louis Cyr a été le champion du monde des hommes forts, comme de nos jours un homme comme Hugo Girard. Quant à la liste de nos champions olympiques, elle est très longue. Ça va d'Étienne Desmarteaux à Sylvie Bernier, en passant par nos champions de judo, de patinage de vitesse, de ski acrobatique, etc. À ça, s'ajoute notre domination au hockey sur glace. Le Canadien de Montréal a gagné 24 fois la Coupe Stanley, un record qui a seulement été battu au baseball par les Yankees de New York, qui ont gagné 27 championnats du monde. Henri Richard a gagné 11 fois la Coupe Stanley. Jean Béliveau et Yvan Cournoyer, 10 fois chacun. Maurice Richard, 8 fois, Guy Lafleur, 5 fois, etc. Parmi les compteurs de 500 buts et plus de la Ligue nationale de hockey, 10 sur 41 étaient des francophones du Québec. Quant aux gardiens de but, il faut mentionner bien sûr des légendes comme Georges Vézina, Jacques Plante ou Martin Brodeur. Du côté des inventions, les Québécois ont inventé ou participé à la création ou au développement d'une foule de sports comme le ballon-ballet, le hockey intérieur, le saut de baril, le patinage de vitesse, le ski acrobatique, etc. Jacques Plante a inventé le masque de gardien de but, Bernard Geoffrion a inventé le lancer-frappé, etc. Notre gastronomie est également très diversifiée, comme on peut le constater avec ce qui en reste dans les cabanes à sucre modernes. Notons que le mépris des Québécois pour leur propre cuisine s'est bien exprimé par le fait que c'est un Canadien anglais qui a entrepris de commercialiser la poutine dans le reste du monde. C'est au Québec qu'a été inventé la motoneige, la souffleuse à neige, le biberon Playtex, le casse-tête à 3 dimensions, le Bixi, la ligne de transmission de 735 000 volts, le moteur roue et la voiture électrique que les dirigeants d'Hydro-Québec ont eu la bêtise d'abandonner, etc., etc. Je pourrais continuer comme ça très longtemps l'énumération des domaines où les Québécois ont dominé. Mais j'aurais peur de lasser mes auditeurs. S'il est très facile de trouver des domaines où les Québécois ont été parmi les meilleurs du monde, il est par contre très difficile de trouver des domaines où on aurait été parmi les pires. Or, c'est justement ce qu'essaient de nous faire croire les fédéralistes avec leur propagande. Je les entends déjà qui vont vous dire, ben non, écoutez-le pas, il est partial, c'est un séparatiste. Ok, écoutez-moi pas. Ne faites que considérer ce que pensent et ce que font les millions d'immigrants qui, dans le monde, décident de quitter leur patrie, leur famille et leurs amis pour aller vivre dans des pays mieux organisés. Eh bien, encore une fois, le Québec fait partie de la petite poignée de pays dans lesquels des dizaines de millions d'étrangers voudraient aller vivre. Encore une fois, on est parmi les champions du monde. Quand on considère la longue énumération que je viens de faire des succès québécois, on comprend que les jeunes d'aujourd'hui ne se retrouvent pas dans les discours de perdants des chefs souverainistes. Ces gens-là nous disent que, comme ils ne sont pas certains de gagner le 3e référendum, ils vont s'arranger pour ne pas le faire. Autrement dit, ils vont s'arranger pour toujours perdre. En passant, savez-vous ce qu'ils me disent, les jeunes, quand je leur téléphone au nom d'organisations souverainistes? Ils me disent, écoutez, si vous voulez faire l'indépendance dans 40 ans, téléphonez-moi dans 39 ans et demi. Voilà. Comme d'habitude, je vous invite à distribuer largement cette vidéo autour de vous. J'ai besoin de votre aide. Je vous salue.